le monde a les capacités à un moment donné de grandir pour aller au meilleur de soi-même. C'est une question de gestion des réussites et des échecs. Il y a toujours des hauts, des bas. C'est normal d'avoir des coups de mou, mais il faut arriver à trouver les ressources pour passer dans le positif. L'idée, c'est pas se centrer sur le résultat, mais sur les moyens d'y parvenir. Et ça, c'est fondamental. Ça a quand même débouché sur des victoires sur la Solitaire du Figaro, sur des victoires sur la Diagraphe. Voilà, le job il a été fait et bien fait et il m'a permis d'acquérir une certaine autonomie. En fait, on ne change pas au fond. Il n'a pas cherché à transformer la personne que j'étais, il a cherché à apporter des éléments concrets pour m'aider à progresser plus vite. Ce n'est pas vraiment un sujet tabou, mais peu sont les marins à oser en parler librement. Le mot est pourtant si simple, le mental. Parce qu'au cœur de toute prouesse nautique, c'est bien le mental qui gouverne. Dans cette population des gens de mer, il est souvent exceptionnel, à toute épreuve, forgé. « 9h du matin, port à Liguin à Quiberon, Gilles Monnier, enseignant à l'École nationale de voile, monte à bord de Pendwick 5. Dans les années 80, il est véliplanchiste de niveau international. Il sympathise lors d'une rencontre avec l'équipe canadienne et découvre à leur contact la préparation mentale. Il observe, apprend, adapte et revient avec ses premières techniques dans les bagages. J'ai tout de suite essayé d'expérimenter sur moi, sur la reconcentration en régate, sur la gestion un peu du stress, parce que j'étais des fois un peu tendu avant les régates. Et là, je me dis, il y a vraiment un truc super sympa à faire. Et c'est le déclic, il est là, sans se poser la question, se dire, c'est vrai que j'ai déjà un peu ma carte d'entraîneur à ce moment-là, et que je trouve que dans ce domaine-là, il n'y a pas trop cette prise en compte de cette dimension. Ça me permet aussi de formaliser ma pratique et de mettre en place déjà les premiers outils. On connaît la sophro, on connaît le yoga. Bon, pour les expériences les plus connues, ça c'est on va dire sur la gestion du stress, ou sur les aspects d'équilibre personnel et puis de gestion du corps. Mais les techniques en soi ne m'intéressent pas. C'est-à-dire la sophrologie en soi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans la sophrologie, c'est l'application de certains axes de la sophrologie au service de la performance. Et en fait, ce qu'il faut voir pour que ça soit intéressant pour un coureur, c'est qu'est-ce qu'il a à gérer et quelle technique il peut aller chercher, mais peut-être dans différents domaines. Fort de son passif de sportif de haut niveau et grâce à ses compétences de coach, Gilles Monnier va très tôt dans sa carrière intégrer l'École nationale de voile de Quiberon. Il y croisera par hasard le plus grand de tous les marins, Éric Tabarly. Malgré le charisme intimidant du personnage, il osera lui demander son avis sur la préparation mentale. J'étais assez admiratif en fin de compte et aussi assez jeune. Et je lui ai dit voilà, je travaille là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit de toute façon, à mon époque, on parlait pas de ça. Il sera peut-être le temps d'en parler, mais je sais que moi, là-dessus, je suis issu d'un milieu où c'est comme ça. Et sont comme ça, j'ai compris qu'il y avait cette rigueur d'un capitaine au long cours, on va dire. Bon, après, c'était aussi à sa façon un meneur d'hommes. Autre temps, autre bateau. Dans la baie de Quiberon, un jeune homme réalise le rêve d'Éric Tabarly, il vole. En fait, il est en pleine séance d'entraînement intensif sous le regard de son coach. C'est un tout petit bateau, le mode, tout marche aux sensations. Donc, tout ce qu'on peut capter par la tête, la perception du vent, ce qu'on a dans les mains ou ce qu'on a sous les fesses. On sait si on est bien réglé ou tous les fonctionnements dans les manœuvres, c'est beaucoup de sensitifs. Et on est tout le temps un peu en équilibre précaire, donc il faut
c'est pas des paramètres qu'on a trop le temps d'analyser, il faut que ça devienne intuitif. Ça passe par écouter ses sensations à l'entraînement, de voir ce qui marche pas, et après d'être capable de mettre une priorité sur chacune d'entre elles, pour savoir quel est l'élément le plus important pour réussir un virement ou un empannage. La manœuvre, c'est plus des sensations d'équilibre. D'accord, même le flap de la voile, au moment où elle passe, il n'y en a pas trop. Ça, c'est un contrôle. Ouais. La manœuvre la plus compliquée sur le bateau, c'est le virement. C'est le virement. Ouais. Donne-moi 3 points de vigilance. Il y a la stabilité d'entrée, c'est-à-dire arriver avec une assiette relativement horizontale, voire légèrement avec de la. Il y a des moments dans la compétition où tout marche bien, où le sportif ou les sportifs sont en symbiose. Tout est plus ou moins automatisé, tout se passe bien. Mais il y a des fois des dérèglements, il y a des fois des moments où la personne s'énerve, où elle rencontre une difficulté, où elle est fatiguée. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas une démarche volontaire, mentale, en fait, ce dérèglement, il peut perdurer. Et l'idée, c'est d'avoir des techniques pour pouvoir se recentrer efficacement, gérer efficacement ses émotions, mettre en place des outils pour pouvoir se mettre bien dans la performance. Bon transfert, le bateau stable. Là, par contre, ok. Il a fallu un peu bosser ce domaine-là. Je sentais qu'il y avait un peu un boulevard de progression, en tout cas en attaquant ce domaine-là. Puis c'est un sujet qui m'a toujours plu. Les discussions qu'on a ou sur le fait de se concentrer sur des points qui sont pas forcément, qui nous paraissaient pas importants, par exemple s'ouvrir à écouter plus dans une manœuvre ou de porter le regard plus loin pour anticiper la manœuvre. Ça, c'est des choses, ça permet de sortir juste de la réalisation technique, de se concentrer sur des sensations qu'on n'irait pas forcément chercher tout seul. Il a bien conservé, le bateau reste en haut. Là, c'est parfait. Après s'être attaqué au Tour de France à la voile et au circuit Figaro, c'est aujourd'hui la vitesse pure qui alimente les fantasmes de Julien Villon. À peine écorché, la surface des flots à des vitesses inavouables, cela se mérite. Après, on l'exploite en salle, ça. Pour dompter le motte, une condition physique à toute épreuve est indispensable, mais pas suffisante. Le mental aussi doit être préparé. À la sortie, alors qu'il n'y avait rien de spécial. Travailler sur le mental, c'est essayer d'optimiser certaines choses, tirer des ficelles que peut-être le coureur n'a pas su faire dans sa démarche empirique et lui offrir des outils alors, très, très différents selon le contexte dans lequel il est. Les courses, il y a les départs, il y a les courses à long terme, il y a les runs très rapides et donc ça nécessite en fonction des tâches des éléments du mental, d'être prêt physiquement, prêt techniquement, mais prêt mentalement. Yes, ça passe bien. Pour ça, il y a un panel d'outils, mais qui vise à gérer 3 choses principales. Les aspects liés aux émotions, positives ou négatives, qu'il faut pouvoir gérer pour optimiser sa performance. Un autre aspect sur savoir se concentrer et être concentré au bon moment et au bon endroit. Et le troisième aspect, c'est tout ce qui est lié à la relâchement corporel, aux tensions corporelles, à la gestion de l'énergie, à la gestion de l'activation. Donc c'est ces 3 pôles-là qui sont liés entre eux. Quand ça marche bien, ça marche dans les 3. Quand ça ne marche pas, souvent, ça ne marche pas par un des 3, mais ça a une conséquence sur les 2 autres. La concentration, l'attention, l'énergie et les émotions. C'est pas un gourou, quoi. C'est plutôt quelqu'un qui aide à formuler les choses. Mais c'est toujours un travail qui passe par nous, quoi. À la base, il faut se poser des questions soi-même. Il ne faut pas aller voir un préparateur mental en se disant qu'il va nous trouver les solutions à tous les problèmes et qu'il va faire de nous une machine de guerre. Non, c'est quelqu'un qui nous aide à se poser les bonnes questions, à orienter un peu la démarche. Et puis après, en proposant des outils que nous, on s'approprie et qu'après, on est presque capable d'utiliser tout seul. Des outils, le mot est juste. Si le réglage des bateaux de sport de plus en plus élaborés ne supporte pas l'approximation, les sportifs de haut niveau qui les manœuvrent sont eux aussi dans l'obligation de faire appel à une intelligence adaptable et évolutive. La mer, quant à elle, n'a pas changé, elle est toujours aussi dangereuse, belle et imprévisible.
Quelle que soit la durée et les difficultés de l'épreuve, les coureurs, marins, skippers, équipiers tentent tous la même chose, réussir le mariage impossible entre la raison pour une confrontation sereine avec les éléments et la folie qui mène à la performance et à la victoire. On n'est pas dans un couloir de 100 mètres, où on va dire il y a aussi des facteurs à gérer, mais bon, voilà, on est dans un couloir, on a un 100 mètres à faire, ça ne dure pas très longtemps, on a une phase de préparation. Là, on est sur souvent des performances qui durent ou qui doivent perdurer jour et nuit, jusqu'à 3 mois en des globes ou même en Figaro sur 5 jours avec une intensité très importante. Ou même, on va dire, sur une régate, hein, toute la journée sur l'eau, d'enchaîner les manches. On est sur un bateau, donc ça tangue, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas se mettre sur une chaise, se mettre dans un fauteuil. Voilà, donc ces particularités-là font que c'est difficile de maintenir un niveau attentionnel, un niveau compétitif tout le temps. Les voileux, c'est des gens qui sont obligés de consacrer beaucoup de temps à leur préparation, aussi qu'aux compétitions. Donc ça fait beaucoup de jours dans l'année, beaucoup de déplacements avec du matériel, donc une logistique très lourde. Ce n'est pas un sac dans lequel on met des baskets. Hein, donc il y a tout un ensemble de facteurs environnementaux qui comprennent le club, la fédération, le sponsor évidemment, j'ai oublié le sponsor, crée une pression qui est très importante. Et qu'il faut que le sportif soit capable de gérer, autant à terre que sur l'eau. Alors sur l'eau, souvent, c'est son domaine. Sa préparation, il est dans la performance. Il faut qu'il y arrive, il faut qu'il ne soit pas perturbé. Tant qu'on aille jusqu'aux zones, qu'on embarque le matos... 10 quoi. Ouais, 10. 15. Imaginez les scènes déjà sur l'eau. Ouais, faire l'image mentale. Me visualiser. Cet après-midi, au Pôle Espoir Voile de Brest, les champions en devenir écoutent religieusement les conseils de Faustine Méret. À l'aise dans son rôle d'encadrement, sa légitimité ne fait aucun doute. D'abord parce qu'elle est la directrice de cette structure, mais aussi et surtout grâce à son palmarès qui inspire le respect. Pourtant, à ses débuts en compétition à haut niveau, la véliplanchiste était connue pour avoir un tempérament plutôt affirmé. Bon, j'ai mon petit caractère bien local. Mais quand on parlait de préparation physique, pour moi c'était du concret, on travaillait sur le potentiel physique à développer avec des exercices en salle ou sur l'eau ou en course à pied pour l'aérobie. On me parlait de préparation technique, ça c'était avec mon entraîneur sur l'eau, à faire ses gammes, à progresser dans tous les domaines. Et quand on me parlait de préparation mentale, c'était un peu flou. Donc là, je voyais moins, je mélangeais le suivi psychologique et la préparation mentale. Donc j'étais un petit peu méfiante. Donc, quand Gilles est intervenu pour la première fois, j'avais un petit a priori méfiant et peut-être un peu négatif. Bon, j'ai commencé à comprendre que finalement la prépa mentale, c'était pas aller nous décortiquer comment on fonctionnait dans sa tête, mais plus de la même manière qu'on s'entraîne physiquement avec un programme et des exercices, on pouvait répéter le même schéma mentalement pour progresser de manière tout à fait objective en s'entraînant aussi par des exercices. Donc là, du coup, j'ai compris ce que c'était la prépa mentale et qu'on n'était pas dans une approche psychologique, mais vraiment mettre en place des outils pour nous aider à progresser. Et puisque l'athlète a accepté le principe, le travail du préparateur commence. À l'époque, il décèle chez Faustine les qualités indéniables d'une performeuse. Mais il y a un aspect sur lequel elle doit absolument progresser, être capable de prendre l'ascendant psychologique sur ses adversaires. On nous avait imposé la brassière sur l'eau et une adversaire n'avait pas mis son gilet. Et donc, moi, ça m'énervait. Ça m'énervait que les règles du jeu ne soient pas appliquées pour tout le monde. Mais en aucun cas, je pouvais envisager de moi réclamer contre cette personne. C'était à elle de respecter les règles et je n'allais pas l'attaquer là-dessus directement. Donc Gilles, il me dit, c'est dommage parce que ça te perturbe. En même temps, elle ne joue pas le règlement, donc faut pas se laisser faire. Donc du coup, on accepte le compromis, mais qui était déjà une démarche énorme de ma part, d'aller la voir et lui dire, je me suis aperçue que tu n'avais pas ton gilet sur l'eau. Écoute, j'aimerais bien que tu respectes le règlement, parce que sinon, au prochain coup, si ça se reproduit, je vais porter réclamation. Donc Gilles m'avait conseillé de faire cette démarche. Donc je l'ai fait. Du coup, là, l'adversaire,
tout de suite s'est remis dans les clous et j'ai pu m'apercevoir que j'avais pris un ascendant psychologique en allant faire cette démarche-là. Une fois les histoires de confiance en soi résolues, la compétitrice passe en phase 2. Pour que sa préparation mentale soit complète, elle doit apprendre à classer ses priorités. On avait identifié 4 paramètres essentiels. Le parcours qui était symbolisé par une bouée, les adversaires par des voiles, météo, courant, état de la mer, qui était symbolisé par un petit nuage, gestion de sa vitesse. Ça, c'était symbolisé par un V avec une flèche. J'avais mes 4 éléments et il fallait que je tourne sur ces 4 éléments-là. Et donc, on a fait un travail avec Gilles qui était de dessiner dans ma voile ces 4 éléments sur lesquels je devais tourner au niveau de la tension. Et je mettais au milieu, moi et un adversaire identifié. Je ne sais même pas si je n'avais pas mis le numéro de ma rivale à l'époque, qui était l'italienne Ita 25. Il y a une étape qui a été cruciale. Alors, c'est une opportunité qui s'est passée. Elle est sur le parking, face à sa voile, il y a le dessin. Et il y a l'italienne Sensini qui vient, qui est quand même la meilleure mondiale, et qui dit à Faustine, toi, cette semaine, tu es en train de faire quelque chose par rapport à moi. Et là, Faustine la regarde et lui dit, oui, et rien d'autre. Et là, l'italienne Sensini, et Faustine gagne la régate. Faustine gagne cette régate et elle en gagnera beaucoup d'autres. La Française devient imbattable, les entraîneurs et le sélectionneur ne s'y trompent pas. Ils la choisissent pour défendre le drapeau tricolore aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Pour la jeune femme, si cette récompense est fabuleuse, elle a un prix. Il lui faudra gérer la médiatisation, les espoirs de tout un pays, en un mot, la pression. La dernière manche va être retransmise en direct. Toute la population ici de Brest, la famille, tout le monde qui va me regarder. Ça, je me dis, waouh, ça c'est moins bien par contre, parce que j'étais tranquille dans ma course et puis il n'y avait personne qui me filmait. Et là, là, ça va être retransmis en direct. Comment je vais gérer ça? Et au final, il y a un déclic qui se fait. Je me dis, faut que je prenne ça comme un point fort. Toutes ces personnes qui vont me suivre, quelque part, elles m'accompagnent, elles ont envie que je fasse cette performance. Donc, il faut que je prenne cette énergie de manière positive pour me booster encore plus, quoi. Ultime manche de ces JO, la Brestoise jette ses dernières ressources dans l'épreuve et passe la ligne d'arrivée en tête. Cette performance lui assure une médaille, mais à ce moment précis, elle n'en connaît pas encore la couleur. Je passe la ligne, mais je peux pas me relâcher encore, parce que ça dépend de la place des autres. Et je vois l'italienne qui remonte. Donc tout le monde me dit, allez, c'est bon, t'as gagné. Et je dis, non, tant qu'elle n'a pas passé la ligne, il faut que je compte combien de points il me reste, combien de points il y a d'écart pour que je sois sûre d'être devant elle. Et là, c'est finalement quand j'arrive au bateau du coach et que je le vois, il me saute dessus, ou voilà, là je comprends que c'est bon, enfin c'est acquis, que finalement j'arrive à relâcher cette pression. Pour décrocher cette médaille, la jeune femme a fait appel à ses expériences profondes et intimes. Elle est parvenue à se servir des épreuves de la vie comme source d'énergie, une démarche difficile, une preuve de sagesse. Il y a un journaliste qui lui tend le micro, le premier micro qu'un journaliste lui tend, et une question, je pense que le journaliste ne connaissait pas l'histoire, et lui dit « À qui dédiez-vous cette victoire ?» Et elle lui répond d'une façon très émotionnelle, à ma mère, et à toutes les mamans qui sont à Brest. J'ai perdu ma maman à l'âge de 11 ans, et ce manque affectif, j'ai dû y faire face, et ce drame, j'ai dû le surmonter et apprendre à vivre sans la présence de ma maman. Et quelque part, le sport m'y a aidé. Et donc, au moment des Jeux, avec Gilles, on en a parlé, il n'en avait jamais parlé avant. Et il a évoqué mon histoire, il m'a dit, aujourd'hui, on n'en a jamais parlé, mais peut-être que c'est le moment, c'était un mois avant les Jeux, d'y penser et de dire en quoi ton histoire et cette disparition peut aussi te booster et t'aider dans la quête de la médaille. Quand je fais un débriefing en retour des Jeux avec elle et qu'elle me raconte les manches, et notamment la dernière manche, pendant qu'elle est en train de pomper, c'est-à-dire quand elle est en train de donner une énergie à sa voile pour avancer, pour aller vite, et en train de contrôler la flotte,
elle a une petite phrase qui vient compléter dans ses ressources mobilisées à ce moment-là. C'est une petite phrase que lui dit sa maman. C'est super. Tu viens à Brest un jour où il pleut, c'est rare. Aujourd'hui, Faustine le sait, pour être une grande championne, il faut obligatoirement assumer ses failles et ses blessures. Une démarche difficile qu'elle suggère en douceur à ses élèves pour les rendre plus sereins, plus en phase avec leur sensibilité. C'est des gens qui souvent, au niveau émotion, sont à fleur de peau. C'est des artistes, c'est comme les artistes en fait. Quand on travaille avec certains, c'est vrai que c'est des caractères trempés. Faut savoir amener tout doucement. Tous ne font pas forcément appel comme ça à la préparation mentale parce que c'est une chose qui touche aussi à l'intime, à soi. Et j'ai un petit exemple. C'est un jour un coureur qui loupe une manœuvre et qui avait sa manivelle. Et il m'explique et il me dit je loupe ma manœuvre et de rage je balance ma manivelle dans mon cockpit et ma manivelle rebondit et va dans l'eau. J'avais plus de manivelle. Je voudrais avoir des outils comme ma manivelle pour pouvoir gérer ça. Des outils, Gilles Monnier en a forgé de multiples pour aider les sportifs de la mer à appréhender leur métier. Le plus puissant, celui sur lequel préparateurs et coureurs passent le plus de temps, c'est l'imagerie mentale. Mais essayer de te mettre comme si tu étais à la barre et puis de voir comment ça se passerait si tu étais sur ton bateau. Mais par contre, essayer de retrouver au niveau moteur, alors soit on fait sur un virement bâbord, tribord, peu importe, tu choisis. Et après, le mieux, c'est que tu essaies de te concentrer le plus possible pour être sur ton bateau et pas ici dans la salle, quoi. Et tu le fais. Puis on voit ce que ça donne. Ok. La barre dans la main gauche et les coups de GV dans la main droite. Je regarde au vent ce qu'il y a comme vent à venir. Je suis concentré aussi sur la vitesse. Je déclenche légèrement. Je rentre un peu en position au centre. J'envoie la barre de l'autre côté, je tourne doucement, je lâche ma barre, je change le main des coups de GV, je reprends le stick, je le repasse devant, et je me remets au rappel dans les centres. On voit des skieurs qui, en fait, dans les slaloms particulièrement, sont en haut avant de franchir la porte. Il y a encore des concurrents devant, ils mentalisent les portes parce que c'est un enchaînement assez précis. Le parcours, ils le connaissent et ils le révisent dans leur tête. Et en même temps qu'en faisant ça, il y a tout le corps qui accompagne et qui voit les portes un petit peu plus dures, les reprises de vitesse, etc. Le gymnaste ou le sauteur en hauteur, on voit des sauteurs en hauteur qui font ça avant de partir dans leur saut. Toc, toc, toc. Alors, ils font leur saut dans leur tête. Okay. C'est une capacité qu'on a, mentale, de pouvoir se représenter une action comme si on se la représentait de l'intérieur, c'est-à-dire le visuel à partir de notre propre regard, nos oreilles qui écoutent la situation, notre ressenti physique, tactile, kinesthésique. Ça sert à se rendre compte qu'il y a peut-être des parties qui sont plus importantes à travailler physiquement et à penser mentalement pour pouvoir avoir le geste juste adapté à la configuration du moment. Je sais que je vais à la vitesse nécessaire pour le virement. Alors, par exemple, un surfeur qui va replacer un bras, qui se rend compte pendant qu'il fait « mais mon bras n'est pas bien placé ». Et donc, alors qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à faire son roller, son bottom, et là il réalise qu'en fait son bras ne lui permet pas d'avoir l'amplitude nécessaire. Donc il va corriger son bras, et après il repart sur la vague, et là, le bras il est bien placé, parce qu'il y a pensé juste avant. La main sur mon bras, 3 longueurs, je choque, j'attaque, j'ai une longueur pour avaler, c'est du titan, donc j'attaque. Je rentre mon speed bien dedans, je me bourre bien dedans. Je suis dans les mêmes longueurs, là il faut que j'ai débranché mon pilote. Tu arrives à visualiser la course que tu vas faire.
Donc pour ça, il faut avoir mis de côté pas mal de choses techniques et tu visualises la course. Mais ça veut dire que dans la séance d'imagerie qu'on faisait avec Gilles, au bout d'un moment, j'étais capable de ressentir le vent, alors que j'étais dans une salle. T'es capable de ressentir « Ah, bah oui, je sors du départ, je suis un peu crispée, il faut que je me détende. » Tu vois, t'as tout ton corps qui parle avec. Contrairement à la plupart des navigateurs professionnels, Jeanne Grégoire n'a pas passé son enfance sur le pont du bateau familial. Elle découvre la voile à 18 ans lors d'un stage au Glénan. Ses rêves de voyage et de tour du monde se transforment rapidement en soif de compétition. Si la jeune femme ne manque pas de motivation, son passage d'amateur averti à professionnel se fait dans la douleur et sa première expérience sur la solitaire du Figaro lui laisse un goût amer. Et cette solitaire, carnage complet, je fais pas une seule manche dans les 30. C'est-à-dire que je suis à la rue tout le temps, je tire la gueule, je suis pas épanouie, je perds des amis parce que comme je tire la gueule, on pense que j'ai pris le melon parce que j'ai pris un sponsor alors que je suis juste au fond du trou. Et puis je ressors de la solitaire en me disant bah, je vais arrêter la voile, quoi. Ça doit pas être pour moi ce truc-là. Et puis là j'ai appelé Gilles Monnier, je dis mais en fait j'ai encore envie d'y aller mais toute seule je peux pas, quoi. Il me manque des trucs, j'y arrive pas, je m'en sors pas. Puis voilà, puis on a commencé à bosser ensemble. Il n'y avait pas forcément des nœuds dans les écoutes, mais j'avais des nœuds dans la tête. Une impression aussi de ne pas réussir à structurer ta pensée. Tu vois, t'es sur l'eau et puis tu sais qu'il faut aller mettre le tangon, puis tu sais qu'il faut prendre l'écoute, alors tu commences à aller là-bas, puis tu reviens là, et puis à un moment tu cours partout, puis au final t'as rien fait, quoi. Ça c'est pour des images très, très fixes, mais quand t'as un peu de mal à gérer le truc dans ta tête, à gérer les émotions, t'es hyper bien placé, puis d'un seul coup, du coup, tu perds tes moyens, parce que tu dis « Waouh, ouais, ça y est, je suis bien passé ». T'as des moments où je suis à la rue, je suis vraiment une merde, je suis vraiment trop nulle, de toute façon, il faut que j'arrête. Et puis en fait, une course, c'est jamais fini. La navigatrice l'admet, ses problèmes à l'époque n'étaient pas tant d'ordre technique que d'ordre psychologique. Elle a besoin d'aide pour mieux employer son énergie, classer ses idées, mettre de l'ordre dans sa tête. Sa rencontre avec le préparateur mental sera déterminante. Il y aura un avant et un après Gilles Monnier. J'avais pas fait une manche dans les 30 avant et en 2004, je crois que je fais 12 ou 13 ou 14. Et en étant de temps en temps à l'initiative dans les options stratégiques. Donc je commençais à rentrer dans le truc. En 2006, je fais une étape en tête sur plus des 3/4 de l'étape, quoi. Donc oui, en termes de perf, ça s'est vu largement. Aujourd'hui, Jeanne Grégoire a quitté la compétition. Elle a depuis plusieurs années intégré le pôle Finistère course au large en tant qu'entraîneur. Elle se sert toujours des techniques de préparation mentale, mais cette fois-ci, pour aider les autres. Le fait d'avoir bossé avec Gilles, c'est que j'ai pas mal d'outils, en fait. Et du coup, je me dis, ah mais tiens, moi j'avais bossé ça avec Gilles, tiens, pour toi c'est cette carte-là qui va pouvoir être utile. Après, il y a des coureurs, des voiles qui partent en vrille, on en a eu un en début de saison, je ne vais pas le citer. À un moment, je vais le voir dans son bateau et je vais lui dire, attends, toi, c'est quoi? Donc là, je déborde peut-être un peu de mon rôle, mais peut-être pas complètement. Je vais voir dans son bateau, c'est quoi ton objectif, toi, aujourd'hui, sur l'eau, quoi? Remettons les choses au clair. Et le maître, ça faisait 2 stages qui prenaient bâche sur bâche, qui naviguaient pas à son niveau, qui savait plus comment il s'appelait, il fait une super journée. Et là, tu ressors de ta journée, tu te dis, j'ai fait du bon job. Derrière, des fois, les carapaces se cachent souvent aussi beaucoup de sensibilité. J'ai pu avoir accès à des sensibilités étonnantes par rapport à ce qu'on connaît du marin en général. C'est-à-dire de quelqu'un qui est confronté à des éléments forts, à des risques, voire à des périls, puisqu'en fait, sur la course au large, ils jouent quand même aussi un peu avec leur vie. Et en même temps, c'est des sensibilités fines sur l'amitié, sur l'amour, enfin les personnes qui partagent leur quotidien, et complicité entre coureurs, étonnante, pour des gens qui peuvent être rivaux. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement ailleurs, je pense. Parmi ces gens de mer que Gilles Monnier a guidés ou juste croisés, il y a une rencontre qui l'a particulièrement marqué. En 2000, Yann Eliès fait appel au service du préparateur mental. Le skipper navigue alors sur tout type de support. Issu d'une dynastie de navigateurs, le jeune compétiteur est talentueux et très rapidement performant. À un peu plus de 25 ans, son objectif est clair, dominer le circuit Figaro et gagner la mythique solitaire.
Je me suis rendu compte que les Jean Le Cam, les Michel Desjoyaux, tous ces mecs-là, sur les petits parcours, les grands prix, les entraînements, je suis à côté. J'ai pas grand-chose à envier. J'ai l'impression que techniquement, je suis au niveau, quoi. Après, quand on s'inscrit dans la durée, quand on s'inscrit dans la résistance au sommeil, dans la résistance au froid et tout ça, je me rends bien compte que je suis pas à la hauteur. Et à un moment donné, je lâche prise, ou eux lâchent pas. Et que donc forcément, dans l'investissement, dans prendre du plaisir, se faire mal, dans des moments difficiles, dans des conditions de mer difficiles, je suis pas à la hauteur. Accepter qu'on ait une faiblesse mentale, c'est pas non plus dans les us et coutumes qu'il y a dans la voile. On est toujours un peu violou de mer, fier à bras, jamais peur, jamais froid, jamais pris au dépourvu, jamais de faiblesse. Je resterai toujours admiratif de ce qu'a fait Eric Douglaset, je crois que c'était en 2001, où il gagne la solitaire. Sur la dernière étape, 600 000, sur le même bord, tout en vitesse pure. Il est au-dessus du lot et il est habité par quelque chose de plus que moi pour arriver à rester à la barre et à faire avancer le bateau et à créer autant d'écart, alors que techniquement, on est pareil. C'était quoi mon souci? C'était que j'avais du mal à franchir cette fameuse dernière marche, la dernière marche qui permet de gagner. C'est-à-dire que compétent, j'avais du talent, des moyens, mais je gagnais jamais, quoi. J'étais toujours proche, mais jamais au top. Donc je me suis dit, faut que je travaille là-dessus. Je suis assez réticent quand même, enfin je marche sur des œufs quand je vais travailler avec lui. Et puis pour Gilles Monnier aussi, je me mets à sa place. C'était sa première expérience de la course au large. Il n'avait aucune compétence dans la course au large. La course au large, c'est un site particulier, c'est qu'on nous voit pendant 1 heure, et puis pendant les 4 jours qui suivent, on ne nous voit plus, quoi. Donc je pense que même lui, il ne savait pas trop comment ça se passait pour nous en mer. Donc au début, ça a été beaucoup de nous faire parler sur comment ça se passe en mer, évoquer nos expériences pour mieux comprendre aussi comment on fonctionnait, quels étaient les enjeux, quels étaient les points clés, les moments importants dans la pratique de notre sport qu'est la course au large. On s'est rencontrés pas mal de fois parce qu'à cette époque-là, il ne pouvait pas trop naviguer. Et puis après, en fait, la collaboration s'est installée avec différentes demandes en fait, par rapport autant à sa gestion à terre, la gestion de sa communication aussi. On en était même arrivé aussi à ce moment-là, plus on va dire sur du coaching que de la préparation mentale, mais c'était d'essayer de communiquer efficacement aussi face aux médias, parce qu'il était un petit peu loup solitaire, un peu réservé. Et puis aussi purement sur des techniques à mettre en place dans la course au large. On détermine aussi que le stress aussi, c'est des choses que j'ai du mal à gérer, comme par exemple dormir la veille d'une course. Donc pareil, par l'imagerie mentale, on trouve des outils qui me permettent de mieux gérer ça. Les premières courses que j'effectue, je la gagne, sans m'être entraîné quasiment, quoi. Moi là, je me dis, ouais, effectivement, là, il y a un truc, enfin, il n'est pas étranger à ce qui vient de se passer, à la performance que je viens de réaliser. Donc, du coup, les choses s'ouvrent un peu plus et je lui fais plus confiance. Et donc, cette première année, plutôt une réussite. Tous les sportifs de haut niveau le savent, l'excellence réclame sa part de sacrifice. Les heures d'entraînement, les compétitions, les voyages et dans le cas de la voile sportive, les grandes traversées sont difficilement compatibles avec la vie de famille. Yann Eliès n'a pas été épargné par cette vie partagée. Il aura lui aussi été confronté à des situations cornéliennes, des choix à l'influence évidente sur son mental de compétiteur. Je pense que tu peux en avoir plus, hein. C'était 7 mois avant un Figaro, il me dit tiens j'ai une bonne nouvelle et un problème. Je lui dis bon, il me dit voilà je vais en parler avec toi, donc il vient, on discute et il m'apprend que donc il est content, sa femme est enceinte. Sauf qu'en calculant
le moment où elle doit accoucher, ça tombe en plein pendant le Figaro. Et là, il veut être présent avec sa femme, et il vient me poser la question, qu'est-ce que je fais? La première réponse que je lui dis non, c'est pas à moi d'abord de te dire ce que tu dois faire, mais c'est plutôt à toi d'en discuter avec ta femme, mais effectivement, c'est un choix, c'est effectivement un choix. Alors, j'ai en coaching un petit outil sur le choix, et je fais un peu travailler sur l'outil, puis il finit par me dire, bon, je vais faire le Figaro, de cette façon-là. Et là, je le regarde, je lui dis, alors, écoute Yann, on arrête de travailler. Si tu me dis que tu vas au Figaro de cette façon-là, je préfère qu'on n'en parle plus. Et là, un peu butch, il réagit. Je lui dis, bon, écoute, on arrête là. Je voudrais que tu en discutes avec ta femme. Mais moi, ce que je voudrais que tu reviennes dans une semaine ou deux, on se revoit. Je voudrais que tu viennes avec une véritable bonne raison de y aller ou pas y aller. Mais je veux qu'on se revoie et que tu viennes avec une idée. C'est ce que je te demande. On se revoit quelques temps après. Et puis, il arrive et il me dit... J'ai décidé de ne pas assister à la naissance de mon fils pour rester à préparer cette dernière étape. Et pendant toute cette course-là, je pense qu'à mon fils, à la naissance, et je me dis, je vais aller chercher la victoire pour sa naissance. Comme ça, il se souviendra toute sa vie de ce que je suis allé chercher, de ce que ça représente pour moi, l'arrivée de Titouan. Alors je lui dis là, tu me donnes une vraie bonne raison d'y aller. Si ta femme est d'accord avec ça, t'y vas. Et là, tu as 7 mois pour te préparer comme jamais. Il me dit d'accord. À Titouan! À mon fils! C'est énorme parce que c'est pour le piston, quoi. C'est pour Titouan que j'ai pas vu naître. Et il est bien né, quoi, parce qu'une petite victoire pour fêter son arrivée, je pouvais pas rêver mieux. Quand il me raconte sa course, il me dit c'était présent et c'était ça qui m'a fait tenir, qui m'a fait m'organiser sur mon bateau. C'était présent, je voulais marquer cet événement. Comme quoi l'impact très périphérique où les ressources mentales, on peut les trouver, et souvent, on trouve ça, il y a d'autres exemples dans d'autres sports, mais que les sportifs arrivent à trouver des ressources qui sont très très fortes, parce qu'elles viennent de là, elles viennent du cœur, et qu'ils arrivent à prendre ça et à s'en servir pour la performance. Ça, c'est royal. Ok, c'est bon? Ok. Là, j'ai un destin et je sais que je vais vers ce que j'ai toujours rêvé. Le destin, il est là-bas, là, il est sur l'eau. Ce destin porte un nom, le Vendée Globe. Nous sommes en 2008. Yann Eliès a choisi de s'attaquer à l'Everest de la course au large. 3 mois de navigation dans les mers les plus dangereuses du monde. Au départ des Sables d'Olonne, une meute de 30 marins se lance dans la bataille, parmi eux le skipper costarmoricain. Il a 34 ans, il est sûr de ses capacités et ne cache pas son envie d'inscrire son nom dans la légende. Très au sud, au beau milieu d'un désert aquatique froid et hostile, le navigateur commet une erreur. Lors d'une manœuvre risquée, il se brise le fémur. Malgré une douleur insoutenable, il réussit tout juste à se traîner à l'intérieur de son cockpit. On est en communication Iridium. Il a le médecin régulièrement de la course qui est en lien. Il a réussi à se traîner jusqu'à l'intérieur de son cockpit. Et à 1,50 m, il y a une trousse de morphine parce qu'il est en douleur maximum. Et malgré tout, il arrive quand même à parler. Et là, ce sentiment personnel d'impuissance de quelqu'un qui est face à une douleur très très importante, un péril, il risque de mourir tout simplement. Donc, qu'est-ce que peut faire un petit préparateur mental à ce moment-là pour essayer de le convaincre, comme les autres personnes qu'il a au téléphone, de faire ce 1,50 m, qui finalement, heureusement, il va prendre la décision de le faire, ce 1,50 m, pour pouvoir ne serait-ce que calmer sa douleur, et puis dans cette trousse avoir, c'est une trousse minimum de secours,
boire, enfin, il y a le minimum. Mais le convaincre, à ce moment-là, je me dis, mais par téléphone, à l'autre bout du monde, essayer de convaincre quelqu'un de faire 1m50, quelqu'un que je connais, avec qui j'ai travaillé, et sur les ressources mentales, en fait, j'étais presque désarmé. Yann Eliès sera finalement sauvé par la marine australienne. Le navigateur tirera de cette mésaventure une leçon. Perdu en plein océan, la force du mental peut vous sauver la vie. Gilles Monnier, quant à lui, en tirera une réflexion. Toute décision prise en mer pouvant se révéler dramatique, le marin ne doit pas se laisser gouverner par ses émotions. Les émotions, ça va être le discours négatif que l'athlète ou que le coureur peut engendrer parce qu'il n'est pas bien. Un sportif qui va se retrouver dans une situation un peu énervée en régate, il va arriver sur une bouée qu'il doit contourner et il va dire « Bon, là, machin, faut pas que je la loupe, faut pas que je loupe mon empannage. » Déjà, le fait de dire « faut pas que je loupe mon empannage », c'est une bonne intention en soi, mais c'est formulé négativement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand l'athlète traduit ça, il se loupe. Il se loupe réellement, alors qu'il le fait classiquement à l'entraînement. Donc ça va être travailler ce qu'on appelle le discours interne. Le discours interne, ce qu'on se raconte à des moments clés pendant la performance. Quand on va travailler sur le discours interne, on va tourner positivement et sur les moyens. Je prépare mon boot, je me positionne bien sur mon bateau, je vais lancer mon empannage en déclenchant telle ou telle action. Et on va préparer ce discours en fonction des éléments de concentration sur lesquels il doit se focaliser à ce moment-là. Et ça va déclencher les bons processus pour réaliser la manœuvre. Et si vous allez au boulot pour gagner de l'argent, vous ne serez pas forcément un bon moniteur. Il faut quand même que les deux soient associés. Oui, mais le meilleur possible, meilleur moniteur, t'as pas ton diplôme. Bien sûr, bien sûr. Gilles n'a jamais arrêté d'enseigner à l'École nationale de voile de Quiberon. Aujourd'hui, face à lui, de futurs moniteurs de kitesurf. Un objectif, se fixer et se donner les moyens d'y parvenir. Ces professionnels sont venus toucher du doigt la préparation mentale, mais aussi assimiler quelques techniques pour mieux transmettre leur savoir à leurs élèves. Des moniteurs, vous pouvez raisonner en disant comment je peux devenir le meilleur dans mon domaine. Il faut que vous trouviez le sens aux choses pour pouvoir arriver à faire votre métier une passion et en vivre pleinement. C'est ça, en fait, l'histoire de la motivation pour vous en tant que cadre enseignant par rapport à vos élèves, c'est qu'ils ressortent avec la banane. Et c'est ça votre fonds de commerce. Vous avez vu là? Vous avez vu les pieds? Il n'a pas confiance. Aujourd'hui au programme, confiance en soi et cohésion de groupe. Tes bras. Ouais, pas mal. Pour Gilles Monnier, tout est prétexte à travailler sur l'esprit, provoquer les situations et observer les comportements pour mieux déceler les forces et les faiblesses de chacun, un préambule indispensable à toute bonne préparation mentale. Ouais, il n'en a jamais fait, mais tu regardes ses appuis. Il est, tu vois, il est très tremblotant et je pense qu'il a. Ouais, on voit. C'est une petite initiation, voilà, c'est un petit jeu quoi, un petit jeu passager. Mais c'est un bon groupe déjà, bien soudé, et puis de faire des trucs partagés un peu innovants avec eux, avec des gens qui débutent, puis des gens qui ont un peu plus de connaissances du support. Voilà, ça permet de faciliter l'entraide aussi. Le travail de la préparation mentale, pour être complet, ne se limite pas à la puissance de concentration et à la faculté de gérer ses émotions. Il reste un chapitre incontournable, quel que soit le sport, mais qui, appliqué à la course au large, prend une importance capitale. Il s'agit de la récupération, le repos, le relâchement. Le marin, s'il veut optimiser sa performance, doit réapprendre à dormir d'un sommeil contrôlé et programmé.
les gens qui dorment à bord d'un bateau, qui sont soumis à des bruits qui sont de l'ordre de 120 dB. 120 dB, c'est assez important. Pas n'importe qui peut s'endormir avec 120 dB de bruit. Par contre, être capable de s'isoler mentalement de ces bruits, tout en ayant ce système de veille. C'est-à-dire que s'il y a un bruit anormal, un bateau qui cogne ou une voile qui claque ou un bruit anormal, fera se réveiller le skipper. C'est ce que effectivement j'ai appris aussi avec Gilles, c'est à un moment il faut sortir de la course à un moment ou à un autre pour arriver à dormir, pour s'endormir vite, il faut réussir à couper. Et on avait travaillé un peu là-dessus, je me rappelle, justement d'abord de se dire que c'était de la performance et puis d'arriver à se couper très rapidement de la régate et à se focaliser sur le sommeil. Comment se déconnecter? Eh bien, en se concentrant sur son corps. On va se concentrer sur son corps, essayer de relâcher les différentes parties de son corps. Et là, si l'attention du skipper se centre sur lui-même, sur sa respiration, il se déconnecte de l'extérieur. À 43 ans, Charles Caudrelier est un skipper respecté dans l'univers de la course au large. Si aujourd'hui il est le chef de projets ambitieux en équipage, il a fait ses classes pendant de longues années sur des épreuves en solitaire. Il a entre autres laissé une trace indélébile dans le grand livre de la voile en remportant l'édition 2004 de la Solitaire du Figaro. C'est à cette époque, en allant au bout de ses capacités, que le marin a pu tester ses limites. Quand tu es crevé, tu fais beaucoup de bêtises. J'ai vécu des expériences où j'étais tellement fatigué sur le Figaro parce que j'avais pas dormi, parce que notamment lors de ma première où je voulais absolument rester au contact, j'ai oublié de dormir et à un moment tu décroches et puis tu perds 50% de tes capacités, tu fais des choses complètement stupides. Donc là où Gilles m'a aidé, c'est justement à gagner un peu en confiance pour pouvoir aller me reposer plus tranquillement. Ça a été important. Quand j'étais en 8e position, je regardais le premier, j'essayais de faire des choses pour revenir sur le premier. Et plutôt que de viser le premier, je vais peut-être d'abord viser le 7e et puis me rapprocher du 7e pour le doubler. Ça m'a permis aussi d'aller me reposer, parce qu'à un moment, quand il y avait des écarts qui me paraissaient importants, par rapport au premier, j'avais du mal à aller dormir parce que je pensais qu'il fallait revenir. Et puis finalement, je me suis fixé des repères à plus proche de moi et ça me permettait d'aller me dormir. Et quand je me réveillais, de me comparer à celui qui était à côté de moi et de me dire bon, j'ai pas trop perdu, par contre je suis frais, maintenant je vais pouvoir attaquer. Ça a été important aussi dans la décision, dans les prises de décision en mer et notamment sous la fatigue. Chose surprenante, même si le sommeil répond à un besoin naturel et vital contre lequel il est difficile, voire impossible de lutter, le préparateur a conçu une technique pour que les skippers soient capables de le contrôler. Une fois encore, la clé de ce contrôle réside dans la concentration et la suggestion. On va travailler sur l'imagerie, sur un tout petit secteur qui consiste à dire, au moment où je vais m'endormir, comment va se passer le réveil. C'est une question de programmation du cerveau. Avant de m'endormir, je vais, quand je vais me réveiller, entendre la sonnette qui me réveille. À ce moment-là, je vais regarder la vitesse et mes écrans. Et je vais décider soit de me repartir pour 20 minutes, soit de me lever. Si je me lève, dans la minute qui suit mon lever, je n'ai encore pas mes appuis terriens sur un support qui bouge. Donc je ne vais pas prendre de risque. Je vais boire un coup, je vais prendre le temps que mon corps se réveille. Il y a une méthode très précise qu'apprennent les navigateurs auprès du préparateur pour être capables de lâcher prise, de ne plus subir la pression imposée par l'environnement ou la peur. Cette méthode fait appel à l'observation, la mémoire et aux sensations. Elle consiste à imprimer dans son esprit un paysage et un moment associé à un sentiment de sérénité et de bien-être. Cette expérience, le marin pourra ensuite la ressortir de son esprit comme d'un album photo et s'y immerger totalement pour en ressortir plus calme et plus concentré. Pour nous faire la démonstration de la création de cette image ressource, Gilles Monnier nous emmène sur l'une des plus belles plages de Bretagne, le long de la côte sauvage, près de Quiberon. Dans ma propre séance, si je la faisais pour moi, j'adopterais ce rythme-là et je me dirais, attache-toi aux formes liées au paysage, retrouve le découpage,
les couleurs associées à ce paysage, peut-être le vert de la mer, le blanc de l'écume, ça peut être le jaune de la côte, de la plage, les différentes intensités lumineuses qui me permettraient déjà de m'imprégner donc de cette image. Ensuite, je m'attacherai à d'autres détails liés à ce paysage, cette image de calme. Ça peut être aussi les bruits qui sont associés naturellement. Donc là, on entend le bruit des vagues, les ressacs, le bruit d'une mouette qui passe dans le paysage, qui, par son chant, qui s'associerait naturellement en fait, à cette image. Je reprendrai les formes, les couleurs, les contrastes, la texture et les bruits. Si les gens de mer parlent si peu de leur mental, ce n'est pas à cause d'une volonté affirmée et définitive de cacher leurs états d'âme, mais par pudeur. Préférant le geste à la parole, il faut les regarder se mouvoir au milieu de l'élément liquide pour se rendre compte que leur corps est le meilleur témoin de leurs émotions. Mais malgré toutes les observations et le temps passé à l'étudier, le mental des marins reste et restera à tout jamais un mystère.